Comment vivrons-nous en 2050 ? J'espère que vous avez pris vos agendas de cette année-là. Mesdames et messieurs, voilà en tous les cas la question qui vous a amené ici ce soir. Et je peux vous assurer, si vous me permettez l'expression, que ça ne va pas être de la tarte. Dans quelques instants, je peux vous assurer que trois invités vont dresser les jalons de notre futur, vont extrapoler leur savoir pour nous expliquer, vaille que vaille, de quoi 2050 sera construit dans notre vie. Voyez-vous, quand nous nous penchons sur le passé, sur l'histoire, nous avons un certain nombre d'outils, nous avons un certain nombre de procédés qui nous permettent de trier, de distinguer les mythes et les doutes d'une certaine réalité et d'une certaine vérité. Quand nous nous penchons vers demain, quand nous nous penchons vers notre avenir, à ce moment-là, ce sont des croyances folles qui nous assaillent, ce sont des peurs, ce sont des craintes qui nous envahissent. Et dans ce cas, nous interrogeons et nous nous retournons vers les dieux ou vers les experts, et parfois les deux. Et vous avez peut-être entendu comme moi que le 21 décembre 2012, le monde dans lequel nous nous trouvons s'arrêtera. Ce monde en question devrait s'arrêter. Hollywood a saisi cette peur, en a fait un film à grand spectacle, 2012, en disant « voilà comment ça va se passer selon notre imagination ». C'était la grande trouille. Pourquoi cette date du 21 décembre 2012 a-t-elle été arrêtée ? Eh bien, voyez-vous, c'est l'histoire d'un expert, d'un petit malin et d'Internet. Un expert, c'est un chercheur. Un chercheur se penche au départ sur la façon dont les Mayas calculent le temps. Clairement, il se penche sur leur calendrier. Et les Mayas ont trois façons de calculer le temps, dont une qui est un temps très long, 5122 ans. De la même façon que nous avons nos siècles à nous, eux, ils ont un cycle long, 5122 ans. Et au terme de ce cycle, eh bien, un nouveau cycle démarre. Au terme d'un siècle, un nouveau siècle démarre. Le 21 décembre 2012, le cycle commencé chez les Mayas, 3000 ans avant notre ère, se terminera. C'est juste ça qui va se passer. Et un nouveau cycle Maya commencera juste après. Mais voyez-vous, j'insiste bien, quand on se retourne vers les dieux, et je dis bien les dieux, nous sommes envahis par nos propres fantasmes, par nos propres craintes, et c'est alors que nous nous retournons bien sûr vers les experts. Et je peux vous assurer que ce n'est pas mieux. Puis-je vous présenter ici Philippe Tetlock. Philippe Tetlock est un brillant professeur de psychologie à l'université de Berkeley. En 1985, ce professeur se dit qu'il va vérifier systématiquement les prévisions de chacun des 300 experts qu'il a inventoriés. Ce sont des experts mondiaux en matière politique et en matière économique. Donc voici Tetlock et son équipe en train de pister les prévisions de 300 experts de haut vol. Et cela jusqu'en 2005. Puis ensuite, il va mouliner l'ensemble de ses conclusions. Les voici, je vous les donne. Un chimpanzé qui jouerait aux fléchettes sur un tableau noir, sur lequel on aurait collé des scénarios aléatoires, aurait donné de meilleures prévisions que chacun des 300 experts qu'il a suivis. Première leçon de tout cela. Le futur, lorsque nous nous penchons avec nos imaginations, nos craintes et nos croyances, est un futur qui est engourdi, qui est pollué, et nous ne parvenons pas à le dessiner. Deuxième leçon. Notre futur, nous ne pouvons imaginer dans ce futur des choses qui sont inconcevables dans notre présent. Toutes les ruptures à venir, nous ne pouvons pas les y mettre. Voici, pour vous montrer de façon plus pratique ce que je veux dire, voici trois esprits. Le premier d'entre eux, esprit humaniste, esprit exceptionnel, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, à la fois artiste et ingénieur, il peut concevoir et dessiner la dernière scène en même temps que le char d'assaut. Il peut également vous dessiner la Joconde, mais aussi le plan d'une ville moderne. Il dessine pareillement l'hélicoptère et même la voiture automobile. Mais voyez-vous, et vous allez le voir dans quelques instants sur le petit film animé, lorsque nous nous penchons vers l'hélicoptère tel que Léonard de Vinci, par exemple, l'a imaginé, c'est tout simplement le procédé de la vis sans fin. Et le procédé de la vis sans fin a été mis au point, imaginé, 3 siècles avant Jésus-Christ à Syracuse par un homme qui s'appelait Archimède.
Et le génie de Léonard de Vinci, c'est de reprendre son siècle à lui et toutes les inventions déjà existantes, et puis ensuite de les mettre à sa sauce pour inventer une vis sans fin qui permettrait de s'élever dans l'air. C'est pareil pour la voiture automobile. La voiture automobile de Léonard de Vinci, c'est une voiture qui va fonctionner un peu comme une horloge avec des ressorts compressés. Mais la barrière du futur, il ne parvient pas à la franchir, c'est-à-dire le monde du moteur à explosion et de l'hydrocarbure. Léonard de Vinci est mis en échec par sa propre imagination. Deuxième personnage, Jules Verne. Oh, Jules Verne. Jules Verne, c'est un monde où les inventions sont au service de la découverte, où vous avez à la fois des aventures, bien sûr, mais aussi des machines et des voyages. Et ces aventures vont fasciner. Un seul exemple. Lorsque Jules Verne va imaginer le voyage vers la Lune, comment pour lui va-t-on aller vers la Lune? Eh bien, on va aller vers la Lune, mais en raison des technologies du moment, c'est-à-dire un obus dans lequel prendront place un certain nombre d'individus, on glissera cet obus dans le fût d'un canon, et puis on va recourir à un procédé, mais extrêmement simple et vieux comme la Chine, la poudre à canon. Et c'est avec la poudre à canon que l'on va partir sur la Lune. Il ne peut pas imaginer le missile. Jules Verne, lui aussi, bloque sur la barrière du futur. Plus près de nous et dans une toute autre catégorie, voici Hergé. Hergé aussi imagine bien sûr le voyage vers la Lune. Il va l'imaginer en 2 albums. Tout d'abord un album sur tous les préparatifs et puis un deuxième album sur le voyage et son accomplissement. Question. Dans quelle fusée prend place Tintin? C'est une fusée de 1945. Voyez-vous, Hergé vient d'un monde sombre où la déchéance morale le disputait particulièrement au génie destructeur de l'homme. En même temps que l'on mettait au point les chambres à gaz, en même temps on mettait au point le V2. Eh bien, le V2, la première fusée du XXe siècle des temps modernes, c'est à bord d'un V2 un peu mieux élaboré et en rouge et blanc, bien sûr, que Tintin va voyager vers la Lune. Mais jamais Hergé ne va imaginer la fusée de 1969, qui est une fusée à 3 étages, au bout de laquelle on va placer un LEM, c'est-à-dire une base lunaire portable, d'où il sera possible de revenir sur Terre. J'insiste bien, mesdames et messieurs, l'exercice auquel les 3 invités vont se livrer devant vous est un exercice extrêmement périlleux. Ne venez pas croire que l'on vous dira ce soir ce qui se passera en 2050. On va vous dire ce soir ce que chacun des experts extrêmement pointus dans son domaine, ça c'est vrai, peut penser qu'il devrait se passer si toutes les choses restent égales à ce qu'elles sont maintenant. Merci d'avoir accepté la 3e invitation de la Chambre de commerce et d'industrie et de son président, M. Thomas Chaudron, qui vous prie de bien vouloir l'excuser ce soir, car malheureusement, il est pris dans un agenda extrêmement noirci de multiples activités, et néanmoins vous adresse ce message. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Je suis très sincèrement désolé de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir. Mais la gestion des agendas, la présidente de Chambre de commerce et industrie font qu'on est parfois plus préoccupé par ce qu'on va faire à 20h50 plus qu'en 2050. Pour autant, c'est un grand honneur, un grand plaisir de vous accueillir dans cet hôtel consulaire. C'est vrai que c'est assez inhabituel, mais inhabituel de travailler sur des questions prospectives, des questions de long terme. Mais nous considérons ici que c'est aussi le rôle d'une Chambre de commerce et industrie, au-delà du fait de s'intéresser bien évidemment aux questions quotidiennes des ressortissants essonniens, de pouvoir les projeter, leur permettre aussi de quelque part mettre la tête dans les étoiles. Et c'est ce que vous allez vivre ce soir avec en plus des intervenants de très grande qualité, ce qui me fait d'autant plus regretter de ne pas pouvoir être parmi vous. Bon, Laurent Bromette, je le connais, nous le connaissons tous ici. Pierre Tambourin, bien évidemment, tous les Essonniens le connaissent. Et puis mon ami, mon camarade André-Yves Portneuf, un vieux camarade de route. Donc, je sais que vous allez passer un moment nouveau, un moment différent, un moment qui vous permettra sans doute de prendre de la hauteur. Et sur ce, écoutez, j'espère que les uns et les autres que je connais me raconteront ce qui s'est passé. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Voilà donc le message qui vous était adressé par M. Thomas Chaudron, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. J'aimerais vous interpeller, chacun d'entre vous. Se trouvent ici vraisemblablement des chefs d'entreprise, je sais que se trouvent ici aussi des élus, des commerçants, des artisans. Voici la question que j'aimerais vous poser. Et si certains acceptent de répondre en quelques mots seulement, vous verrez que ça fera avancer pas mal la conférence.
Dans 10 ans, dans la profession que vous exercez, à votre avis, quel est le problème majeur que vous aurez à résoudre? Oui, madame. Alors, et juste ici, madame veut bien répondre. Merci beaucoup. Bonjour, Marie-Odile Lefort. Je suis fabricant de macarons. Cette saison. Et alors, dans 10 ans, moi j'en vois deux. Déjà, je pense que je serai un artisan d'art parce que le métier est en train de disparaître. Et de l'autre côté, le problème le plus important sera l'approvisionnement en matières premières, c'est-à-dire amandes, sucre de très bonne qualité. Merci beaucoup, madame, de votre témoignage. Autre témoignage, y a-t-il? Oui, monsieur, je vous en prie. Donc, quel est le problème que vous rencontrerez dans 10 ans? Oui, bonsoir, Michel Launay, architecte. En ce qui concerne la construction, c'est forcément l'énergie et les approvisionnements de matériaux sur la planète qui va se réduire, devenir rare, et ça devient un réel problème. Merci beaucoup, monsieur, de votre intervention. Regardez, mesdames et messieurs, 2 personnes viennent de s'exprimer. Qu'ont-elles dit exactement? Est-ce qu'elles nous ont projetés dans un futur dont nous ignorions tout? Non. Nous savons déjà que les matières premières vont manquer. Déjà, il y a eu des tensions extrêmes sur le pétrole. Souvenez-vous de ce baril qui a dépassé largement les $100. C'était en juillet 2007. Puis ensuite, il est revenu à $83. Mais déjà, on avait prévu un baril à $200. Puis on nous a dit que l'acier allait manquer. Et les prix, la tension sur les prix aux alentours de 2004-2005, quand la Chine a commencé à avoir une progression de 10-12%, à ce moment-là aussi, les premières tensions sont apparues. Les problèmes dont vous venez de nous parler aujourd'hui sont des problèmes qui existent déjà et dont vous pressentez le développement futur et dont vous pressentez que demain, vous allez devoir vous y attaquer un peu plus que ce n'est le cas peut-être aujourd'hui. J'insiste, nous sommes incapables de prévoir notre futur. Ce cadre étant posé, permettez-moi du coup de vous présenter nos 3 invités. Premier invité, André-Yves Portneuf. Je vous demande de l'applaudir, j'espère qu'il est là, André-Yves. Et André-Yves n'est pas là. C'est pas grave, André-Yves viendra, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, pas très grave. Deuxième invité du coup, vous l'avez connu comme journaliste scientifique, puis vous l'avez connu comme animateur. Aujourd'hui, vous pouvez le suivre tous les matins sur Equidia, c'est une chaîne qui est dévolue aux chevaux. Je veux dire Laurent Bromède. Il arrive. Je t'en prie. André-Yves Portneuf arrive. Je t'en prie, prends un micro. Bonjour. Laurent Bromède, donc journaliste scientifique au départ, puis animateur de télévision, je veux dire par là animateur de jeux, et puis enfin aujourd'hui journaliste généraliste. En préparant cette table ronde, vous m'avez dit « Ma force, c'est ma liberté ». Ah oui, moi je suis libre. Moi j'étais ingénieur et puis je suis tombé journaliste par hasard et j'ai fait plein de choses, la science, la santé, j'ai même animé un jeu. Aujourd'hui je suis sur une chaîne du cheval, ce qui n'a vraiment rien à voir. Les gens disent il est cinglé. En attendant, moi je m'amuse. Il y a des gens sur Internet qui disent on vous voit plus sur France 2, ah la décadence. Ils disent non, moi je suis plus heureux qu'avant et je suis très très heureux aujourd'hui, voilà. Et toujours avant tout libre de dire ce que je veux en plus. C'est ça, voilà, c'est ça qui est important. Oui. Autrement dit, un parcours dessiné, comme vous l'avez entendu. Totalement au hasard. Au hasard, mais aussi avec une volonté d'y être. Le point commun, c'est que moi, j'ai toujours aimé expliquer aux gens. Voilà. Parfait. Alors, ça regroupe tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Bienvenue, Laurent, en tous les cas. Deuxième invité, mesdames et messieurs, Pierre Tambourin. Bonsoir, je vous en prie, prenez place. Prenez un micro. Pierre Tambourin, directeur général de Génopôle. Vous avez un cursus impressionnant. Vous avez dirigé l'Institut Curie de recherche, puis vous avez été directeur des sciences du vivant au CNRS. Et depuis 13 ans, aujourd'hui, vous avez cette responsabilité de diriger le Génopôle. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? Le Génopôle, si vous voulez le résumer en quelques mots, c'est l'idée de réunir en un même site des laboratoires de recherche, des enseignants du supérieur et des entreprises innovantes, de manière à ce que tout ceci s'interféconde et se développe beaucoup plus vite que si chacun était isolé et dispersé sur le territoire. C'est un concept assez ancien aux États-Unis que l'Europe essaie de rattraper dans sa réalisation. Et Génopôle est probablement l'un des bioclusters les plus importants en France
mais au niveau mondial reste encore un tout petit peu en retrait. Si on compare Génopôle à Boston ou San Diego ou San Francisco, il y a encore quelques années à attendre avant que nous soyons à ce niveau. Mais j'ai bon espoir. Et en 13 ans, est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité, c'est-à-dire une vitesse de développement bien plus importante dans cette alliance de trois composantes, plutôt que si chacun avait travaillé seul? Ah bah ça c'est sûr, puisque sur Génopôle, nous avons l'ambition, dans un délai très proche maintenant, d'aller du laboratoire de recherche le plus fondamental jusqu'au lit du malade, en passant bien entendu par la bioproduction industrielle de médicaments révolutionnaires dont je parlerai. Alors, ce n'est pas sur l'année 2050, ils sont pratiquement en place, mais j'évoquerai d'autres aspects. Bien sûr.